D'abord, j'ai entendu des mises en garde, monsieur vient d'en faire une, sur le fait qu'on n'ait pas abordé l'aspect territorial des langues, de leur disposition, des rapports de force qui s'inscrivent aussi sur un territoire. Mais une autre mise en garde qu'on a faite, c'est qu'on a eu un débat typiquement montréalais aujourd'hui, dans la mesure où on a vraiment, ça se passe à Montréal, mais ça me frappe à quel point il y a beaucoup de gens de Québec, de Chaudière-Appalaches, il y a beaucoup de gens de Québec ici, dont moi. Et malgré tout, on a parlé de tout ça sur le territoire montréalais, mais sans toujours voir l'impact de ces débats-là sur le reste du Québec et la réalité des gens qui habitent en dehors de Montréal, alors que les deux réalités ne sont pas complètement séparées. Et le poids de la mondialisation culturelle, par exemple, il frappe aussi par la télé, la musique, la littérature en dehors de Montréal. Alors, une petite mise en garde ici. Et qu'on aurait pu aller plus loin, par exemple, en parlant de la régionalisation de l'immigration, parce qu'il y a des succès dans cette régionalisation. On s'en plaint, elle n'a pas assez de moyens, mais il y a des cas où ça fonctionne bien. On donnait l'exemple à la table où j'étais assise d'abord de Colombiens à Saint-Hyacinthe qui ont l'air de s'intégrer relativement bien et qu'on devrait peut-être, dans les stratégies à adopter, est-ce que ça relève de l'État, des groupes ou des individus, faire du renforcement positif en faveur du français en mettant de l'avant les bons coups, ce qui fonctionne bien, les progrès dans la promotion du français et dans l'amélioration de sa qualité. C'est évident qu'on va rester sur des positions assez contrastées. Il n'y a pas de consensus qui se dégage sur, je dirais, l'état des lieux, l'état de la langue elle-même, de sa qualité. Alors il y a des gens, c'est clair, qui sont plus, appelons-les pessimistes ou réalistes, mais qui sont un peu plus je dirais, sombres dans leur pronostic, pour qui il y a un recul, il y a déjà des signes de recul, il y a un danger réel, il y a un relâchement des Québécois à la fois sur la fierté, la promotion du français et sur la qualité du français parlé et écrit aussi. Et alors qu'il y a d'autres gens, et la différence n'est pas forcément générationnelle, mais elle l'est en partie. J'ai entendu plus de boomers inquiets et j'ai entendu plus de jeunes relativement optimistes disant il ne faut pas dramatiser. Oui, il est possible, au fond, de concilier les deux, ce que font beaucoup de jeunes allophones, qu'on aime le terme ou pas, c'est-à-dire avoir des allégeances multiples, arriver, préserver sa langue maternelle si elle n'est pas le français ou l'anglais, mais en même temps adhérer complètement au français, langue commune, langue de travail. C'est possible donc de concilier promotion du français et bilinguisme. La biculture, au fond, est une richesse plus qu'un danger automatique. J'ai entendu les deux points de vue. Alors, c'est à vous, évidemment, de prendre position. Je pense qu'il y a même qu'un consensus qui se dégage des discussions depuis hier. S'il y en a un, c'est de dire que si tout n'est pas parfait, c'est certainement pas la faute des autres. C'est pas la faute des immigrants qui tarderaient à se franciser et à s'intégrer. C'est pas la faute des Anglos, c'est pas la faute uniquement de la mondialisation. Au fond, la responsabilité en revient à nous. Et là, c'est un nous inclusif, mais le nous dont on a parlé en fin de semaine, en parlant de la société d'accueil, c'était plutôt le nous de la majorité québécoise d'origine canadienne-française, là. Je sais pas le nouveau terme, là. Je pense à... C'est quoi le héros du film, là? Elvis Gratton. Non, en fait, la majorité francophone québécoise qui doit prendre ses responsabilités pour, non pas franciser, mais intégrer réellement les immigrants, et que ça passe à toutes sortes de niveaux. Et là, il y a un débat aussi entre, au fond, est-ce que ça relève d'abord du rôle de l'État comme défenseur de la collectivité, ou d'abord des individus et des groupes, des familles, des parents ou des travailleurs? Alors, je pense que c'est les deux. Il y a un continuum envisagé où l'État doit prendre plus de responsabilités, ne serait-ce qu'en appliquant plus rigoureusement les lois linguistiques qui existent, même si elles ont été grugées dans leur pouvoir par les décisions de la Cour suprême, mais donc d'appliquer les lois existantes, de donner plus de moyens à l'intégration sociale, d'abord à la francisation technique aussi, de redéfinir autour de la langue tout un projet social porteur de justice. Plusieurs d'entre vous ont déploré qu'au fond, on ne peut pas faire vivre la langue et la promouvoir si elle ne repose pas sur quelque chose de beaucoup plus profond lié à l'identité, lié aux valeurs communes et un projet d'avenir collectif. Et que, voilà, pour le rôle de l'État, le rôle des individus, mais je pense que vous en avez donné plusieurs dimensions, améliorer la qualité de sa propre langue, transmettre à ses enfants autour de soi le sens de l'histoire du Québec, le sens des combats
linguistique qu'on a menée et qu'on prend pour acquis, s'affirmer dans la vie quotidienne, quitte à utiliser notre pouvoir de consommateur pour choisir d'aller magasiner où on parle français, et à la limite, viser, si on le veut, ne pas exclure la possibilité pour soi du multilinguisme ou du bilinguisme. Moi, je comprends qu'il y a une volonté d'essayer de concilier tout ça chez la plupart d'entre vous.